Monsieur Philippot, abordons maintenant un des derniers volets de cette rencontre et nous avons voulu vous poser quelques questions à propos du contexte contemporain, de l'évolution, je dirais, récente des idées en matière de conservation et de restauration du patrimoine. Et d'ailleurs, ce concept de patrimoine a connu durant la seconde moitié du XXe siècle et peut-être encore plus sensiblement à partir des années 70, 80 et 90, un élargissement considérable. Les catégories de patrimoine sont de plus en plus étendues. Elles concernent parfois des biens culturels qui n'appartiennent même plus au passé, mais à un passé qu'on pourrait qualifier de très récent, voire même parfois des catégories de patrimoine appartiennent au présent. Je pense notamment à l'art contemporain et à la création de certains artistes pour le musée. Alors, paradoxalement, ce concept de patrimoine regroupe donc des objets qui n'ont plus de profondeur, plus nécessairement de profondeur historique. N'est-ce pas là le signe d'une crise de ce concept de patrimoine, d'une certaine crise du rapport que notre société occidentale entretient avec l'histoire? Que pensez-vous de cette évolution? Il y a certainement un problème qui se pose, mais je ne sais pas si c'est le concept de patrimoine qui vraiment est en cause. Peut-être c'est tout simplement notre relation au temps et à l'histoire, sur un plan beaucoup plus général. Parce que tout va de plus en plus vite, par conséquent, tout nous échappe de plus en plus rapidement aussi. Et c'est peut-être là qu'on a une raison de chercher à ce que les choses ne nous échappent pas tout à fait. Et alors, on cherche ça un peu dans tous les domaines, finalement. Ce qui est très différent évidemment, des époques révolues où le temps était plus lent et se cristallisait dans un monument, je dirais, au sens traditionnel du terme. Peut-être c'est surtout là que le problème se pose. Je n'ai jamais été confronté à des problèmes précis résultant de cette situation, mais il est évident qu'on est submergé et on sera très vite tout à fait submergé si on croit vraiment pouvoir conserver tout ce que l'un ou l'autre voudrait voir conserver. C'est évident. Et là, encore une fois, peut-être on en a parlé, il me semble, précédemment, tout n'est pas histoire quand même. C'est une question de sens, finalement. C'est un autre aspect du problème. Pour qu'une chose mérite d'être conservée, il faut qu'elle fasse sens, qu'elle ait un sens. Une question de densité de ces choses-là. Parce que c'est comme une collection, on peut collectionner n'importe quoi finalement, on peut collectionner des billets de tram. Et en tant que collection, ça finit toujours par prendre un certain intérêt. C'est un peu moins intéressant que le timbre-poste, mais enfin c'est comparable finalement. Je crois que derrière tout ça, il y a le sentiment du temps qui fuit de plus en plus vite, et qu'on voudrait retenir, qu'on voudrait freiner, alors que d'autre part on court, évidemment. Donc on le provoque nous-mêmes, ce mouvement-là. C'est sans doute une sensation, un rapport face au temps qui trouve peut-être son origine après les révolutions industrielles. Absolument. Et une accélération constante depuis. Parce que je dirais jusqu'avant la révolution industrielle, il ne doit pas y avoir sur cet angle-là une très grande différence entre le XVIIIe siècle et le Moyen-Âge finalement. Ce que je vous ai raconté de la Yougoslavie, tel que je l'ai vu encore dans les années 60, au début des années 60, j'avais l'impression, moi, d'entrer dans le Moyen-Âge, le temps ne comptait pas. D'un café à un Slivovitz, d'une rencontre à une autre, ce qu'on n'aura pas fait aujourd'hui, ben on le fera demain. Pourquoi le faire aujourd'hui? On a tout le temps. Mais ça change à une vitesse folle. Et on veut que ça change, on fait tout pour que ça change de plus en plus vite. Donc de l'autre côté, évidemment, ça s'échappe de plus en plus vite aussi. Par conséquent, il y a de quoi un peu perdre ta boule. Dans notre société, qui dit produire, dit produire de nouveaux objets, de nouveaux produits, ce qui entraîne forcément dans leur sillage la perte des anciens. Qui deviennent obsolètes, c'est évident. Mais on connaît tous maintenant
Et même les plus jeunes générations, je crois, ont connu dans leur jeunesse des objets qui pourraient entrer dans un musée. Si je pense aux moyens d'éclairage que nous avons employés ici, nous avons employé les lampes à pétrole, nous avons employé les lampes à essence avec pression, on a employé les bonbonnes but à gaz, mais tout ça, ça fait partie du musée, ces choses-là. Finalement, c'est pas si longtemps que nous en avions encore ici. Il y a eu récemment à Paris justement une exposition sur tous les appareils électroménagers qui ont scandé le XXe siècle. Et effectivement, on trouve là des aspirateurs, des frigos, exactement comme ceux que nous avions quand nous étions petits, qui sont tous les objets de notre enfance, ce sont des objets de musée. Enfin, ils sont candidats au musée, tous. Et ça va continuer à une vitesse croissante, cette chose-là. Mais quel musée va recevoir ça? Il faut mettre de l'ordre là-dedans. Quelque part, il faut mettre de l'ordre. C'est le tri, la sélection. Un tri. Et pour ça, il faut des critères. Pour avoir des critères, il faut donner du sens. Et ça, ce sens-là qui n'est pas évident, je crois. Parmi les paradoxes de cette situation, il y a le fait que nous conférons à toute une série de biens, je pense notamment à l'architecture, un statut patrimonial. On considère tel et tel bâtiment comme étant de valeur patrimoniale, ce qui se traduit en Belgique notamment par un statut particulier. Ce sont des biens classés, des bâtiments classés. Mais en même temps, ce sont des bâtiments qui ont gardé leur valeur d'usage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre la situation du patrimoine en Belgique ou dans d'autres pays européens, bien sûr, au début du XXe siècle et la situation telle qu'elle se présente un siècle plus tard, une grande partie du patrimoine, je pense notamment aux grandes fermes que l'on trouve en Belgique, elles sont toutes classées comme monuments historiques, c'est l'appellation exacte, mais en même temps, elles doivent conserver leur valeur d'usage, ce qui entraîne de multiples... aux anciens concepts, il faut donner une affectation au monument. Voilà. Mais en même temps, on nous dit qu'on ne peut plus, les agriculteurs nous disent qu'on ne peut plus utiliser les bâtiments de la même manière qu'on les utilisait auparavant. Les machines agricoles demandent d'avoir des nouveaux hangars. Donc il y a là une nécessité, une obligation, je dirais, de trouver une affectation qui parfois est pratiquement incompatible avec le respect des valeurs qui fondent ce même bâtiment comme monument historique. Il y a aussi le problème des normes de sécurité pour tous les bâtiments, finalement. Alors, face à cette situation, autour de la table, parce qu'elle donne forcément lieu à des grands débats et à des réunions, on a l'impression que la position de l'historien d'art ou de l'archéologue est de plus en plus marginalisée. Parce que quand il s'agit de réfléchir au devenir des grandes fermes, par exemple, que l'on trouve ici en région wallonne, nous avons autour de la table des représentants du monde agricole, des sociologues, dans d'autres contextes, ça peut être des anthropologues, des urbanistes aussi, des gens qui s'occupent de la sécurité, des normes d'hygiène, des vétérinaires, et... je dirais l'intervention est de plus en plus le consensus de tous ces participants. Et le point de vue de l'historien d'art et de l'archéologue est beaucoup plus relativisé qu'il ne l'est quand il s'agit de travailler sur l'arc de Titus. C'est évident, c'est évident. C'est une situation auquel l'historien d'art aussi, je crois, est mal préparé. Oui, c'est difficile à échapper, c'est difficile d'y échapper parce que c'est l'évolution de la vie, ça. Effectivement. Je n'ai pas de lapin à sortir de mon chapeau, cette histoire-là. Nous allons changer de questions et d'angle de vue aussi. Monsieur Philippot, en observant le panorama européen de la Restauration, on peut distinguer des approches et des points de vue très différents d'un pays à l'autre sur le patrimoine et ses modes de transmission. L'Italie, traditionnellement, a cultivé et continue de le faire un penchant très fort pour la théorisation sur les pratiques patrimoniales, et celui-ci porte surtout sur la restauration et ses méthodologies.
et reconnaît évidemment Brandi, son plus illustre représentant. En France, les approches de conservation-restauration reflètent, du moins dans le patrimoine architectural, un savoir-faire pratique et un bon sens qui ne découle pas d'une réflexion théorique ou philosophique approfondie, mais d'une longue tradition d'entretien et d'intervention sur le patrimoine, sur laquelle règne la caste des architectes des monuments historiques, évidemment. Et la réflexion théorique en France se concentre bien davantage, et avec une réussite certaine, comme les écrits par exemple de François Chouet en témoignent, sur l'analyse de tout ce qui est en amont de l'acte de restaurer, c'est-à-dire la notion de patrimoine, dans ses multiples facettes philosophiques, historiques, sociétales, etc. Le monde anglo-saxon, lui, fonctionne encore différemment. Souvent, il est entaché d'un certain empirisme techniciste, un terme que j'ai glané quelque part dans vos écrits. Et le monde germanique encore différemment. Que pensez-vous de ce phénomène à l'échelle européenne, comme ça, et quelle explication peut-on donner? C'est le reflet du centre de gravité différent de différentes cultures, en fait, je crois. C'est évident qu'en Italie, la dimension esthétique, artistique et la réflexion sur ce phénomène remontent pour le moins à la Renaissance, et c'est une tradition nationale. Donc c'est normal que ça se perpétue dans la mesure du possible. En Allemagne, c'est la pensée historique qui a toujours été la grande force, jusqu'au siècle passé. En tout cas, il est possible que les événements du XXe siècle aient donné un coup d'arrêt à cet historicisme allemand, mais je pense que quand même, il a fait quand même des bonnes choses qui restent essentielles, et je crois que c'est encore de ce côté-là que le poids est le plus marqué. D'autre part, il y a toujours eu, depuis la Renaissance aussi, l'intérêt en Allemagne pour le technique. On voit ça par exemple dans l'enseignement. La grande différence avec la France, c'est que depuis très longtemps, l'enseignement des données scientifiques se combine le cours du lycée avec le stage en usine, des choses pareilles. Mais il ne faut pas oublier que depuis la Renaissance, la construction mécanique en Allemagne est une chose très importante, et que ça a toujours été valorisé beaucoup plus que dans les pays qui se disent plus humanistes, en fait. Donc il y a ces deux dimensions en Allemagne, je crois, l'association du sens historique, de la recherche historique, et le goût du technique, qui fait que beaucoup d'étudiants sont intéressés à la restauration à travers les dimensions techniques et historiques en même temps. Tandis qu'on sera intéressé à la restauration en Italie à partir des problèmes esthétiques qu'elle pose facilement. Pour le monde anglo-saxon, on voit bien que la science, c'est quelque chose de fondamental par rapport à laquelle tout le reste est subjectif, et donc largement disqualifié. Et c'est donc surtout à partir de l'approche que l'on considère comme scientifique que l'on va voir se construire la pensée sur la restauration, donc à partir du laboratoire qui s'étend de sa pratique. Je crois que finalement, c'est cette sorte de mentalité qui se forme à partir de traditions qui remontent très loin. On peut les retracer comme ça, sans recherche préalable, en improvisant comme on le fait maintenant, au moins jusqu'à la Renaissance, et ça va certainement plus loin. Si on cherche les penseurs significatifs, eh bien on pourrait remonter certainement plus loin, évidemment. Et en ce qui concerne la France, mais la France, c'est le pays qui effectivement a forgé le concept de patrimoine culturel aussi. Oui, ça c'est l'apport juridique, essentiellement. Oui, tout à fait. Parce que l'apport italien est plus théorique, l'apport français est plus juridique, je crois. La notion de monument historique, c'est dans les lois de la Révolution qu'elle apparaît, si je ne m'abuse. Tout à fait. Je crois. C'est dans les lois de la Révolution. Dans le siège immédiat, en tout cas, mais c'est évident. En réaction, effectivement, aussi à toutes les destructions qui avaient eu lieu pendant la Révolution française. Donc c'est encore une fois en amont, comme vous disiez, en amont de la pratique, évidemment. Enfin, ce sont les fondements, tout de même, toujours. C'est la question des fondements qui se pose. Sur la pratique, là, la France est très éclectique, finalement. Me paraît très éclectique. Quand elle est acculée à la théorie, elle se sent du monde latin, c'est clair.
mais d'un cas à l'autre, elle est assez éclectique, assez ouverte, je pense. La Belgique est un peu prise entre la France et l'Angleterre. Oui. La géographie le montre, évidemment. Tout à fait. La Hollande, beaucoup plus près de l'Angleterre. La Hollande, pour moi, c'est les Américains d'Europe, presque. C'est le pays européen le plus américanisé, je dirais, il me semble. Et le monde scandinave est également... Le scandinave est aussi du côté anglais, hein, c'est le monde de la mer, certainement. Hein. La Scandinavie m'a toujours paru dans cette prise de position plus tournée vers l'Angleterre que vers le reste du continent. Une dernière question peut-être sur ces aspects, sur ce panorama des problématiques plus contemporaines. Malgré tout, et on le regrette, mais malgré tout, est-ce que les applications d'une théorie de la restauration comme celle de Brandy, oui. Est-ce que les idées prônées par un document comme la Charte de Venise, est-ce que le monde qui se rattache globalement à cette conscience du patrimoine, on est à une époque malgré tout, me semble-t-il, où on voit que de manière récurrente, le grand public semble toujours apprécier, je dirais affectivement, au niveau de son goût, des interventions sur le patrimoine qui ont un caractère, je dirais, spectaculaire, notamment lorsqu'elles complètent le bâtiment dans une perspective qui serait encore violer le Lucienne, l'unité de style. Et finalement, les idées émises par des personnalités comme Cesare Brandy, que l'on retrouve dans des textes comme la Charte de Venise, ont parfois contre elles une difficulté à être vulgarisées, parce qu'elles vont presque contre nature à ce qu'attend le grand public, voire l'homme politique, qui voudrait marquer avec une certaine avec un côté assez spectaculaire. Comme on disait à Venise pour le campanile, comme era dov'era, comme il était là où il était quand il s'est écroulé. C'est la vox populi, c'est sûr. Ça. De ce point de vue-là, n'y a-t-il pas un travail spécifique à faire par rapport à l'architecture qui me semble systématiquement encore moins bien servi que le patrimoine mobilier, qui dans l'enceinte du musée, nous faisions référence au dossier du Louvre, le patrimoine mobilier peut davantage évidemment faire l'objet de ce genre d'approche, mais l'architecture me semble particulièrement desservie. Ah, ça c'est certain. L'architecture est aussi l'art le moins facilement accessible au niveau populaire, à mon avis. Moi, je l'ai même trouvé ça au niveau des étudiants quand je faisais les cours. C'est l'architecture qu'ils absorbent le moins facilement. C'est certain. La peinture, c'est la porte d'entrée. Et la sculpture, ça vient un peu après. Et l'architecture, c'est plus difficile. Parce qu'il y a ces trois dimensions et ce dedans-dehors qu'il faut imaginer simultanément en quelque sorte et voir le mouvement là-dedans. Ça demande un effort d'imagination spatiale assez complexe, qui n'est pas immédiat, qui n'est pas spontané. Et d'autre part, il y a surtout dans ce domaine-là le fait que on s'attend à reconstruire. Je crois ce qui est démoli, on le reconstruit et on attend à ce que ce soit comme avant. Je crois qu'il y a une attente spontanée. Un tableau un peu abîmé, ben on peut accepter une lacune peut-être finalement, si elle ne dérange pas trop, s'il n'y a pas un mauvais endroit ailleurs. Mais une maison à moitié démolie, ça ne va pas. Ou bien c'est une ruine, ou bien c'est une maison, mais entre les deux, imaginer une espèce de retouche en hachure pour l'architecture, c'est pas du tout évident. Je crois que pour le grand public, peut-être que c'est aussi le leurre d'une sorte d'abolition du temps. C'est sûr, ça. Mais ça, le plus difficile pour le grand public, c'est certainement de capter cette participation à distance qui fait l'œuvre d'art, effectivement. On la capte dans le présent, mais elle appartient au passé. Et là, alors, matérialiser cette distance sous forme d'une retouche que l'on peut distinguer, ça c'est faire violence à une conscience spontanée assez élémentaire d'un grand public.
Donc ça demande une certaine préparation, c'est certain. Et ça, il faudrait y mettre sur pied un système d'éducation pour ça. Enfin, ça n'est pas... Il n'y a aucun service qui est prêt à faire ça comme ça, aucun architecte qui peut ajouter ses démonstrations à ce qu'il fait. Tandis que le musée, peut-être un musée pourrait prendre ça en charge. Après, toujours regretter qu'il n'y ait pas plus souvent, on n'est pas plus souvent des musées de l'architecture, avec des maquettes, des choses pareilles. Il y a des choses tellement intéressantes à montrer dans le musée sur l'architecture. Et peut-être qu'il y a quelque chose comme le musée de Site. Visiter un endroit comme la Villa Adriana, eh bien, plutôt que de faire des reconstructions douteuses ou inutiles, on peut quand même très bien reconstruire d'une manière hypothétique mais très complète, sous forme de maquette, dans un musée, qui aide le visiteur des ruines à reconstruire mentalement. Et comme ça, on le guide à une lecture des restes en fonction de certaines typologies qu'on lui a mis en tête. Parce que quand il reste ça, il fallait bien qu'il y ait ça au-dessus. Enfin, voilà. Exact. Chose pareille. Si vous avez ça sur le sol, c'est forcément qu'il y avait en haut quelque chose comme ça. Et comme on connaît un petit peu les monuments de cette époque-là, ça devait être à peu près comme ça. Mais ça l'idée que l'histoire, c'est un travail perpétuel, ça me paraît une évidence qu'on ne reconnaît pas toujours. L'histoire, on voudrait qu'on nous la rende présente, tout à fait belle et fata, sortant tout armé de la tête de Jupiter. Mais c'est un travail de construction permanente, hein, à partir des traces que nous avons. Et ça, l'historien, c'est son métier. Alors, comme restaurateur, nous sommes un peu historiens, évidemment. Mais pour le grand public, c'est pas du tout son métier, évidemment. Et sa représentation de l'histoire, si on fait un petit examen de conscience, on se dit, pour le grand public, quelles sont les dernières informations ou les informations sur lesquelles il peut se baser. Vous êtes généralement envoyé à l'école primaire, ou à peu près, enfin, au l'enseignement moyen. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit là-dedans? C'est très incertain, c'est très vague, c'est très difficile. Et finalement, nos politiciens, c'est aussi là-dessus qu'ils se basent. S'ils ne sont pas des spécialistes de tel ou tel mot, si ce n'est pas un historien, si ce n'est pas, à condition qu'ils soient encore objectifs, qu'ils n'aient pas des idées particulières, mais quand même, hein, sur quoi est-ce qu'on reconstruit le passé? Sur ce qu'on a entendu, mais souvent à l'école primaire, c'est certain. Moi, j'ai repris, il n'y a pas si longtemps, parce que je cherchais, de temps en temps, on a besoin d'une date. Alors, j'ai gardé des manuels d'enseignement moyen, d'histoire de Belgique et d'histoire en général, pour avoir des dates et des choses comme ça. J'ai un petit bouquin comme ça d'histoire de Belgique, de Constant Leclerc, je crois. Et on voyait... il y a des Belges depuis avant César, évidemment. Hein. Et puis il y a la Belgique romaine, et la Belgique franque, et la Belgique... et puis ça arrive à ça c'est la Belgique de Pirenne, hein, qui commence, et c'est toujours la Belgique. Alors vraiment, elle ne s'est jamais formée, la Belgique, on ne sait pas. Il y a toujours eu des Belges. Cette frontière linguistique, je ne sais pas comment elle s'est formée, ça c'est le résultat des invasions, les limes romains, des choses pareilles. Mais tout ça n'est pas évident dans ces manuels-là, pas du tout. Enfin, quand il y avait un titre comme ça en dessous d'une carte, c'était assez extraordinaire. Carte des territoires cédés par la Belgique à la France sous Louis XIV. C'est incroyable ça. Mais c'était l'Autriche sur laquelle la France a eu une victoire et ils ont pris le sud de la Flandre, évidemment, qui s'est passé des Autrichiens des Espagnols aux Français, puis des Autrichiens aux Français. Au sud de Tournai, tous ces patelins ont changé tout le temps. Il y a des patelins flamands là, dans le nord de la France, hein, avec des églises tout à fait flamandes. On parle encore flamand d'ailleurs. Enfin, c'est assez comique, hein, des territoires cédés par la Belgique à la France. Oui. Enfin, alors, sous la Belgique espagnole, la Belgique autrichienne, mais ce sont les souverains légitimes,
quand même après Charles Quint qui est un Habsbourg. Il y a les Habsbourg d'Espagne avec Philippe II, il est ce qu'il est, mais c'est Philippe II, c'est le souverain légitime. Et puis on dépend des Autrichiens. C'est pas une occupation autrichienne en Belgique quand même. Il y a une occupation française par contre sous la Révolution, ça c'est tout à fait vrai. Une véritable occupation. Mais ça passe comme ça, sous le consulat et l'Empire, enfin, des choses comme ça. Ça c'est comique. Enfin. Nous avons appris ça, on a raconté tout ça à l'examen tranquillement. Et c'est écrit en dessous des cartes. Moi je cherchais une carte parce que je faisais ce monde baroque qui m'intéressait. Pour me libérer de tous les préjugés flamands wallons d'aujourd'hui, je voulais que le Brabant soit le duché de Brabant de telle époque, la Flandre soit le comté de Flandre de telle époque. Et alors on s'aperçoit, les Flamands, c'est les gens de Flandre originellement, mais cet art flamand, en ce qui concerne la sculpture, il est fait en Brabant. Il vient tout du Brabant, de trois villes, d'Anvers, de Malines et de Bruxelles. C'est clair, qui sont des villes flamandes, enfin des villes brabançonnes. Donc il faut parler d'un baroque brabançon. Donc, je vais essayer d'introduire ce truc-là. Si on publie ce bouquin, on verra bien ce qu'ils diront, mais ça c'est la terminologie inébranlable, parce que c'est celle de l'histoire. Parce que sinon, la Flandre, elle annexe tout le Brabant. Et puis le Limbourg aussi. Alors que ce Limbourg, les trois quarts, ça c'est des petites parties, des parcelles de la principauté de Liège. Où on a toujours parlé les deux langues. La principauté de Liège, c'est une mixture de petits territoires, comme ça, très compliqué. Il y a Liège qui est francophone, même francophile, mais à tort de ça, il y a Hasselt. C'est dans la principauté de Liège, par exemple. Tas de choses. Et on remet un peu les choses en place avec ça. Mais j'avais espéré trouver un appui dans mon vieux manuel d'enseignement moyen, rien du tout. Rien du tout, c'était des foutaises comme ce que je vous disais tout à l'heure. À partir de la notion de Belgique de Pirenne, qui finalement s'inscrivait dans la construction d'une conscience nationale après 1830, au fond. Il fallait construire une conscience nationale après la Révolution de 1830. Monsieur Philippot, vient alors deux ultimes questions qui sont à la fois des questions mais d'abord des observations. La première me fait... Enfin, j'ai un plaisir particulier à vous la poser en tant qu'ancien étudiant. Parce qu'il est vrai que pour beaucoup d'étudiants, pour toutes les personnes d'ailleurs qui vous ont côtoyé, votre personnalité frappe par votre très grande qualité d'écriture. Vous avez très certainement de ce point de vue-là un don de communication, celui de formuler avec une clarté, je dirais presque paradigmatique, si je puis dire, toutes vos idées. Et d'où vous vient ce don? Est-ce que c'est un don qui est entretenu? C'est pas du Saint-Esprit. Mais souvent c'est beaucoup de travail. Ça ne vient pas du premier coup. Ça dépend d'une fois à l'autre. Ça dépend du sujet, ça dépend des choses. J'attends que j'ai l'impression qu'une chose soit mûre. Je tourne autour du pot très longtemps. Je médite une chose. Et puis à un moment donné, maintenant on essaye. Ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, je m'écris parfois quelque chose directement. Et puis là, il faut relire, il faut revoir. C'est pas dit que ce sera bon tout de suite. Enfin, parfois c'est écrit d'un trait. Ça va, et ça reste comme ça. C'est assez rare, enfin, souvent. Tout est écrit d'un trait, sauf une page que je refais parfois 10 fois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand quelque chose ne va pas dans la forme, c'est quelque chose qui ne va pas dans le fond. C'est toujours comme ça. Pendant que vous posiez la question, je pensais à ce qu'on cite toujours au lycée, de Boileau, son art poétique, qui se conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Mais il faut d'abord bien réfléchir, enfin, quand on sent que c'est mûr, le reste n'est plus rien, c'est vrai. Mais qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'on n'a pas encore assez réfléchi, je crois, en général. Oui.
Alors, parfois ça vient tout de suite, parfois c'est laborieux. Et quand il faut quand même que ça se fasse, alors je fais un plan. C'est-à-dire, pas vraiment un plan, mais je mets les idées l'une après l'autre sans vraiment faire des phrases. Pour voir si ça s'enchaîne, si ça fait une articulation possible. Puis je reprends ça et ça devient finalement des phrases et un texte continu. Il y a plusieurs manières d'approcher, ça dépend. Depuis longtemps que j'ai écrit si souvent sur la restauration, les derniers textes sur la restauration, je n'ai plus pu les écrire que quand j'étais enragé à quelque chose qui me faisait, que je trouvais insupportable. Il fallait un état de fureur qui m'obligeait à sfogarsi, comme on dit en italien, à libérer. Alors quand c'était vraiment mûr, ça sortait d'un coup et c'était bon directement. Mais c'est pas toujours comme ça, évidemment. Ce que vous nous avez dit récemment à propos de la restauration, vous n'écrivez plus sur la restauration que sous l'emprise ah oui, c'est ça, de cette oui. irritation. Figurez-vous que c'est comme ça que je suis entré en contact avec Carbonara. La dernière fois, je lui dis, c'est curieux, je n'écris plus sur la restauration que quand je suis vraiment sono arrabbiato con qualche cosa. Et lui m'a répondu, per me lo stesso. Seulement qu'il faut se contrôler après. J'ai dit oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous enverrai un texte que je suis en train d'écrire. Et c'est le dernier que vous avez là, que je vous ai envoyé. C'est ça. Comme ça. C'est amusant. Il faut une motivation. Hein. Dans des choses qu'on a traitées tellement souvent. Mais là, il faut un élément nouveau. Il faut un élément nouveau qui déclenche. Et alors tout ce qu'on a acquis, ça devient du matériel qui sert, évidemment, qui vient servir quelque part dans les munitions. Hein. Ça finit toujours par sortir, mais il faut qu'il y ait l'élan qu'on veut faire passer un message absolument. Ne fût-ce que pour se soulager. Ça, c'est comme ça. Ça peut être pour une autre raison, mais il faut un déclencheur. C'est pas comme ça, il dit, maintenant je me tâte, je vais écrire, ça c'est ennuyeux, ça ne veut pas. Ça va pas. Ou bien pour approfondir une idée. Hein. Une idée, c'est au moment où on la met sur papier qu'on va un petit peu plus loin. On cherche un peu plus les mots, on précise un peu tout. Et il m'est arrivé d'écrire pour un peu mieux savoir ce que je pensais sur quelque chose. Ça c'est très important, c'est vrai. Ça fait faire un petit pas. Oui. Il faut déjà savoir de quoi on veut parler, bien sûr, c'est pas ça. L'idée ne viendra pas parce qu'on prend la plume. Mais enfin, il faut avoir des paires, et alors, la phrase entraîne une autre phrase, ou bien il faut faire très attention que ce ne soit pas le jeu des phrases qui vous fait filer dans une foutaise purement formelle. Il faut faire très attention aussi à ça. Pour ça, il faut se relire. Ça permet très fort de clarifier un concept, exactement. de l'exprimer sur papier. Exactement. Mais toujours se relire très attentivement, parce que moi, je fais toujours des phrases trop longues, par exemple. C'est terrible. Et puis, elles deviennent tellement longues qu'on ne sait plus où est le sujet, on ne sait plus où est le verbe. Moi-même, je ne sais plus. Alors, où est-ce que je vais couper? Où est-ce que je vais couper? Et la dactylo revient, ah, monsieur, ça va pas, c'est trop long, ça va pas. C'est amusant. Ouais. Eh bien, nous avons terminé nous sommes arrivés au bout ce travail mémorable. Ce voyage à travers votre pensée et votre imaginaire. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre disponibilité à répondre à toutes nos multiples questions. Très disponible, comme vous voyez. À notre long questionnaire. Je suis très content de vous rencontrer à cette occasion. C'était un peu une surprise. C'était un peu une surprise, ça fait grand plaisir. Mais une des raisons justement du projet européen, c'était le moyen de vous rencontrer à nouveau. Encore une fois, pour vous dire combien, dans le domaine de la restauration, les restaurateurs praticiens vous doivent, et vous sont reconnaissants de ce qu'ils vous doivent. Et en fait, moi, ces messieurs ont dit que c'était terminé, mais quand même, j'aimerais que, même si c'était un peu une question bateau, est-ce que vous changeriez quelque chose à votre parcours professionnel
j'étais très étonné que lorsque j'ai interviewé Françoise Flider, Oui, oui. Je lui ai posé la question, puis elle m'a dit je ferai la recherche en médecine. Ah tiens, oui. Ouais. Ben, ça vous étonne aussi, j'en suis ravi. Et en fait, c'est un peu la question que je voudrais vous poser. Non, je n'ai jamais regretté, je n'ai jamais pensé une autre voie que celle de l'histoire de l'art. J'ai fait du droit, mais je n'ai jamais sérieusement pensé à pratiquer dans cette direction. Et je crois que je n'aurais pas été capable, non pas intellectuellement, j'aimais beaucoup les études de droit, mais je n'aurais jamais resté physiquement aux tensions, au stress que ça demande cette profession. Se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai trouvé que c'était suffisamment dur à Rome, comme ça, d'être directeur. C'était plus qu'assez. Justement, j'allais dire. De s'occuper d'un budget, de le défendre vis-à-vis des Américains, c'était plus qu'assez. Franchement, on être tout le temps sur la brèche. Non, que ce soit comme avocat, que ce soit... D'ailleurs, quand on avait des exercices en droit, il y avait un qui faisait le ministère public, un qui faisait l'avocat de l'accusé et un qui faisait le juge. C'était toujours moi qui étais dans la peau du juge, ça finissait toujours comme ça. Et finalement, ça ne peut pas être tellement drôle non plus. Hein. Non. Merci encore. Merci Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.